Alors, je suis actuellement pas chez moi parce que j'ai décidé de partir quelques jours en Bretagne. Du coup, c'est les images que vous avez vues juste avant. Voilà, je suis là pendant 5 petits jours. Donc, du lundi, on est lundi et je rentre le vendredi. Et je voulais vous emmener avec moi dans ces petites vacances et dans ce petit repos, on va dire, semaine repos. Niveau lecture, oula, j'entends pas, j'étais des bruits. Il y a un chien qui est juste au-dessus. Bon, si vous entendez un chien qui jappe ou qui aboie, ça va au-dessus. Voilà. Sinon, moi, je reviens pour aussi vous parler de mes lectures, parce que c'est vrai que j'ai vachement envie de partager mes lectures, et je trouve que là, c'est le bon mois. Je vais pas que parler aussi de livres, mais aussi de films, parce que j'aime bien aller au cinéma, regarder des films, des séries, donc voilà. Il y aura aussi... Si je regarde des films là dans cette petite période, eh bien je les intégrerai, je vous donnerai mon avis. Donc je suis actuellement en train de lire le tome 2 des Héros de l'Olympe de Rick Riordan. J'ai lu le tome 1 là précédemment dans les petits jours avant. C'était très sympa parce qu'en fait on retrouve des personnages de Percy Jackson. Donc je m'en doutais je crois, je sais plus pourquoi. Mais j'avais décidé de relire tous les Percy Jackson il y a un an de ça. J'avais lu juste les 2 premiers et là cet été j'ai lu les trois suivants, les 3 derniers, pour du coup attaquer les Héros de l'Olympe. Voilà, parce que je les ai depuis, je crois que j'ai regardé, c'est depuis 2021, 2020-2021, donc il était vraiment temps que je les lise. Dès que j'aurai fini ce tome-ci, parce que je suis à la moitié, donc j'espère le finir très rapidement, peut-être ce soir, peut-être demain, on verra bien. J'ai amené 3 autres livres parce que je trouve qu'ils sont parfaits pour la Bretagne. Si vous partez en vacances en Bretagne, vous de l'ambiance qui s'en dégage, je trouve que c'est parfait. En premier, j'aimerais bien lire Julia and the Shark de Kieran Millwood Hargrave et Tom de Freston. J'ai déjà lu de cette même autrice, mais en français, c'est chez Michel Lafon, enfin en poche. Une réécriture un peu de La Reine des Neiges, je crois, si je ne... Peut-être qu'il y a... Je suis pas du tout prête. Mais en tout cas, j'ai lu un de ses précédents livres et j'ai Deathless Girls dans ma palle de la même autrice. Mais en tout cas, voilà, ça parle de Julia. Je crois, enfin, ça fait très longtemps que j'ai lu le résumé. C'est Julia avec ses parents, ils vont aller, enfin sa mère étudie je crois la faune océanique et il y a une espèce de monstre marin qui débarque ou une baleine et donc sa mère, enfin ses parents l'emmènent dans un phare. Je crois que c'est à peu près l'histoire que j'ai et donc un phare avec la mer. Pour moi c'est parfait. Et dedans en fait, ce que j'aime trop dans ce livre, déjà il me tentait quand il est sorti. Mais en plus, dans cette édition-là, je sais pas si ça c'est aussi sur toutes les éditions. Ah, mais en gros, des fois il y a des illustrations. Et il y a en fait des pages en papier calque. Je sais pas si on va bien voir. Et en fait, il y a des petits trucs jaunes dessus. Alors du coup, désolée, ça a coupé. En fait, j'ai blatéré plein de choses. Je me suis rendu compte que la caméra ne filmait plus parce qu'elle s'est éteinte. Donc, juste pour vous dire que j'aime bien ce principe-là de papier calque avec des illustrations et tout. Je trouve ça très sympa. Ensuite, j'ai 2 livres. Alors, il y en a un, j'étais persuadée que, je sais pas, c'était relié à la Bretagne. Mais en fait, pas du tout. C'est Malou d'Ivray de Gwen Guilin chez Folio SF. L'autre livre, ce sera aussi un Folio SF. Et donc, au niveau du résumé, c'est sur la place du marché, on vend des histoires qui rafistolent, réécrits, coupent et recoupent au gré de ses clients. On dit qu'il fut un temps où la sorcière était reine, qu'elle a fui le dessein funeste de son roi, que le vieux roi s'est enfin levé pour l'accomplir et avancé vers sa mort, vers le jeune prétendant venu du fond de l'océan pour le remplacer. On raconte aussi qu'il connaît le secret de la naissance d'Ivray, celui que Malou d'Ivray lui a dissimulé. Mais Ivray aussi cache quelque chose qui pourrait bientôt changer. Avec Malou d'Ivray, Gwen Guilin questionne la façon dont les histoires nous façonnent autant que nous les fabriquons. Tissée de on-dit et de non-dit, de mensonges et de vérités, elle porte en elle le pouvoir de nous libérer, aussi bien que celui de nous entraver. Et en fait, j'étais
persuadée que c'était en lien avec tout ce qui est un peu folklore breton, légendes bretonnes, et en fait apparemment pas. Donc plutôt triste en fait. Mais ça a l'air quand même très sympa, voilà. Et de toute façon je le lirai. Et l'autre par contre, c'est sûr que c'est en lien avec la Bretagne, c'est le phare au corbeau de Rosine Iliano. Puisque ça dit que Isaïe et Agathe officient comme exorcistes à Paris, lui pratique la magie Oudou et elle possède le don de double vue. Ensemble, ils chassent les fantômes qui hantent les maisons habitées et leur affaire connaît un succès grandissant. Lorsqu'un couple les engage pour pratiquer un exorcisme dans un vieux domaine breton sur le point d'être transformé en maison d'hôtes, ils se préparent à une banale intervention. Mais le cas se révèle bien plus épineux que prévu. D'inquiétantes légendes entourent le mystérieux manoir de Kerarbran et son phare délabré. Les voisins sont sur le qui-vive. Pour comprendre les origines du mal et le conjurer, le duo devra se plonger dans le sombre passé de ce village du bout du monde. Là par contre c'est marqué folklore breton, bonne dose d'humour aussi. Donc voilà, là c'est sûr. Donc voilà, ça c'est 3 petits livres que je trouve être parfaits pour la Bretagne. En tout cas, voilà, ça a l'air très sympa. Et je voulais revenir sur les héros de l'Olympe. Je préviens, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est mieux quand même d'avoir lu Percy Jackson il n'y a pas très longtemps parce qu'on retrouve des personnages et ça fait suite en fait quelques mois après la saga, donc la première saga de Percy Jackson. Donc c'est bien d'avoir en tête certaines choses parce que là par exemple dans le tome 2, il y a un personnage qui dit à un autre « tu te souviens de m'avoir vu machin ?» et c'est en lien en fait avec Percy Jackson et j'ai réfléchi et je me suis dit c'est à quel moment déjà? Et j'étais un peu perdue alors que c'est pas si longtemps que ça que je les ai. C'est mieux d'avoir un peu en tête ce qui s'est passé les tomes précédents. Et sinon, en lecture un peu sous-marin que de temps en temps je continue, c'est Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Là j'ai cette version là en format papier, mais je l'ai pas avec moi. C'est très sympa comme lecture parce que j'ai vu en fait le film, ça m'a donné envie forcément de lire le livre, mais c'est très c'est une grosse pavasse, donc en fait je préfère la mettre en lecture un peu secondaire et lire d'autres livres à côté. Je crois que je vais vous laisser parce que je n'ai toujours pas mangé. Je vous retrouve donc, on est jeudi, donc la dernière fois que j'ai vraiment parlé c'était lundi, ouais, quand je suis arrivée. Donc là c'est mon dernier jour et c'était vraiment cool parce qu'il y avait du soleil, il a fait beau. Là, je pense que encore aujourd'hui je vais aller sur la plage et lire parce que c'est vraiment trop bien, enfin tellement agréable d'avoir autant de chaleur. Bon, même si j'ai des pulls à chaque fois, c'est quand même super agréable d'avoir du soleil. Sinon, je reviens parce que j'ai fini du coup 2 livres. C'est beaucoup moins que ce que j'aurais voulu, mais en fait, j'ai pas tant lu que ça. J'ai un peu procrastiné. Je me suis baladée, mais du coup, j'ai un peu. J'avais un peu pas envie de lire, alors que c'était top. J'ai fini Les Héros de l'Olympe, le tome 2 de Rick Riordan. Le fils de Neptune. Alors, c'était super sympa parce que là, du coup, contrairement au tome 1, premier tome, on suit d'autres personnages, on apprend à en découvrir d'autres, mais je dois dire que j'ai plus aimé le rythme du premier. Je sais pas, j'ai trouvé ça plus
Enfin, j'ai été plus intéressée pour le premier tome que le deuxième tome. Peut-être parce qu'on avait déjà un peu toutes les réponses. Et donc c'était un peu moins, il y avait un peu moins de mystère, c'est peut-être ça. Peut-être. Mais en tout cas, c'était un bon deuxième tome. Et je pense que je me ferai donc le reste de la saga un petit peu plus tard dans la saison. Et sinon, j'ai lu donc Julia and the Shark de Kieran Midwood Hargrave, qui était vraiment top. Les sujets abordés sont super intéressants. Il y a un avion, je crois que vous l'entendez, je pense. On va attendre qu'il ait fini de voler ou de s'éloigner. Je reviens vers vous concernant Julia and the Shark. Bon, les voitures ont décidé de continuer de faire du bruit, du coup, désolé s'il y a des bruits de voiture, c'est parce que je suis juste à côté d'une route, d'un rond-point en plus, et voilà. Donc, Julia and the Shark, c'est vraiment un livre à mettre entre les mains des plus jeunes assez tôt parce que c'est pas dit explicitement, enfin quoique si à la fin c'est dit explicitement, mais ça parle vraiment de pas mal de sujets qui sont importants à expliquer à des enfants, à parler avec eux. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Hier soir j'ai regardé le live de Cornelius qui l'a lu et il a dit ouais c'est vraiment incroyable au niveau des thèmes abordés, ce genre de choses, et je peux que aller dans son sens parce que en fait ça va parler du coup de harcèlement scolaire, enfin harcèlement pas que scolaire mais voilà entre enfants, donc ça c'est un point qu'on retrouve même s'il n'est pas grossier ou enfin même s'il peut sembler minime, en tout cas, c'est au moins, même si en vrai c'est pas si minime que ça, enfin ce qui se passe avec Kin et du coup Julia. Il y a d'autres personnages en fait qui harcèlent du coup Kin et après qui vont aussi englober Julia avec parce qu'ils vont être amis. Et après il y a tout ce qui est aussi maladie mentale, donc si c'est un trigger pour vous. Après, en même temps, il n'y a que à la fin où il y a vraiment un oumi dessus, même si on sent qu'il y a un truc. En fait, il y a comme une espèce de. Il y a un non-dit, et en même temps, il y a des petits indices qui font que du coup, on se doute qu'il y a un problème. Enfin, il y a un problème, non, c'est pas un problème, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas dit, notamment par rapport à la grand-mère et puis la mère. Et voilà, en fait, c'est des non-dits qui font qu'on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est vraiment qu'à la fin où on va avoir les mots dessus. Mais c'était vraiment un livre, je trouve que c'est vraiment un livre incroyable. Notamment avec les petites pages calques. Parce qu'il y a des moments où ça fait vraiment superposition en fait de pages illustrées avec un calque qui fait toute la différence, et c'est vraiment très intéressant je trouve. Et puis le fait qu'il y ait ce jaune un peu qui ressorte avec tout ce noir, et je vous invite à le lire parce qu'il aborde vraiment des sujets sensibles mais qui sont je trouve bien abordés pour des enfants, parce qu'on va pas tout de suite mettre les mots dessus, on va un peu montrer les prémices. Et en plus, on suit Julia. C'est vraiment la première personne, donc c'est du point de vue de Julia. Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce que les gens vont lui en parler, vont mettre sous silence certaines choses. Donc c'est vraiment comme si c'était Julia qui... Enfin, c'est à travers les mots de... À travers les yeux, pas les mots. Enfin, à travers les mots, mais à travers les yeux de Julia on va l'accompagner. Du coup, je vous reprends après une petit moment de pause parce que déjà ça s'est arrêté, il faut que je m'habitue à la caméra parce que elle a pas l'air de faire long feu à chaque fois. Et ensuite il y a le chien au-dessus qui a décidé d'aboyer, et en plus les personnes parlaient aussi. Enfin, on entend vraiment tout dans cet immeuble, c'est assez... Enfin ce bâtiment, c'est assez... Enfin j'ai pas l'habitude en fait. Même dans l'immeuble où je suis, donc chez moi, c'est quand même un peu plus insonorisé, du coup ouais. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, voilà, c'est à mettre entre toutes les mains. Il a été édité en français
chez Michel Lafon, si je ne me trompe pas, sous le nom Julia et le requin. Même si c'est, pour moi, c'est une baleine, hein, ce n'est pas un requin. Et au niveau de l'histoire, du coup, parce que je vous en ai pas parlé, vraiment, de ce que je me souvenais, c'était pas trop ça. En gros, on suit Julia et ses deux parents. Sa mère est une biologiste marine et donc en fait, ils vont aller en Écosse l'été pour chercher un requin vert qui serait très grand et aurait des propriétés pour guérir en fait. Et donc ils s'installent dans un petit village d'Écosse, dans un phare, et du coup Julia va rencontrer donc Kieran, dont les parents tiennent une librairie slash laverie, et il y a Gin aussi, qui est un ancien pêcheur, je sais plus, qui tient un magasin, et il y a son petit-fils Adrien. Voilà, il y a plusieurs personnages, et tous ces personnages vont graviter autour de Julia et de sa famille. Donc ça parle aussi donc, de l'océan, mais aussi des étoiles, parce que Kieran a un... Kieran, je dis Kieran parce que comme... mais c'est Kian, je crois, je me trompe. Kian, en fait, son père a un télescope, et donc du coup, ils le prennent, ils vont voir les étoiles. C'est autant la mer que les étoiles. J'en viens à ma prochaine lecture. Donc j'hésitais entre Malou d'Ivray et le phare de Haut-Corbeau, mais vu que je suis encore en Bretagne et que Malou d'Ivray je sais plus trop, ce qui fait que c'est breton. Salut, je vous prends vite fait pour vous parler du coup du phare au Corbeau que j'ai terminé. Donc c'est de Rosen Iliano et c'est chez Folio SF. Je l'ai terminé et j'ai vraiment beaucoup aimé, tout simplement parce que les personnages sont, je trouve, assez attachants. Et c'est vraiment parfait pour la période automnale puisque donc on suit des chasseurs de fantômes, forcément, des exorcistes, et donc ils sont tous les deux, on voit leur passé, enfin on voit plutôt le passé de la fille qui s'appelle Agathe. C'est plutôt de son point de vue que va être racontée son histoire, même si en fait il y a des passages un peu dans le passé ou par rapport à l'habitation, donc la bâtisse et le phare, là où il y a les événements un peu surnaturels, même pas qu'un peu, qui existent depuis des années, ils vont découvrir. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait ce présent et ce passé, parce que du coup, on arrive nous-mêmes, enfin du coup, nous on va savoir des choses que les personnages ne savent pas, mais en même temps, jusqu'au bout, on va pas avoir le fin mot de l'histoire, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et aussi, donc ça commence, on est avec eux dans une affaire qu'ils vont résoudre très facilement, et donc forcément quand ils vont aller dans le phare et que ça... On sent vite que ça va pas être si rapide que ça, et que ça va poser problème vu que le livre fait 450 pages et quelques. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, il y a un peu d'humour, du coup, bah, des fois c'est bien. Ça permet un peu de redescendre la tension, parce que vraiment quand on est donc en Bretagne avec l'espèce de manoir bâtisse hanté, avec le phare aussi, c'est quand même assez... Il y a de la pression et on sent vraiment le fait que ce soit tendu et que bah, c'est pas si simple que ça en fait. Bien moins simple que ce qu'ils pouvaient penser. Très contente de ma lecture. Voilà. Et sinon, j'ai enchaîné avec Malou d'Ivray de Gwen Guilin. Là, pour le moment, je suis vraiment au début. Donc je peux pas trop en dire, j'ai lu que 2 chapitres, donc vraiment je peux pas trop dire si j'aime ou pas. Mais par contre je peux noter un truc, c'est que c'est à la deuxième personne du singulier, et ça je trouve ça très intéressant, très intriguant. Pourquoi est-ce que c'est à la deuxième personne? Peut-être qu'on aura la réponse, peut-être pas, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Donc j'attends de voir, c'est assez court, donc j'espère le lire assez rapidement. Mais en tout cas pour le moment c'est très intéressant. Je vais vous laisser. Voilà, et je vous reprendrai quand j'aurai fini, soit que j'aurai avancé dans Malou d'Ivray, soit que j'aurai lu peut-être d'autres choses. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends après plusieurs jours parce que en fait j'avais une amie qui venait. J'avais pas forcément envie de reprendre la caméra
tant qu'elle était là. Mais entre-temps, j'ai fini plusieurs livres et je suis allée au cinéma, donc du coup je vais pouvoir vous en parler. En premier, donc j'ai fini le livre Malou dit vrai de Gwen Guilin que j'avais commencé la dernière fois. Alors, lecture assez mitigée parce que... Alors c'était intéressant, il y a des sorcières et en même temps d'autres personnages qui influent sur les histoires. Mais en même temps j'ai trouvé que c'était assez brouillon. Et j'ai eu du mal avec les noms des personnages. En fait, je prenais certains personnages pour d'autres. Alors, à mon avis, ça vient de moi parce que je pense que c'était assez clair. Mais il y a certaines fois où, voilà. Il y a des fois où il y avait tu et après c'était re-troisième personne. On comprend un peu pourquoi. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était assez flou. Et en fait, il faudrait le relire. Mais personnellement, j'ai pas la foi de le relire. Donc en fait normalement on est sur une espèce de place du marché. Ah et maintenant je comprends. Parce qu'en fait il y a un personnage qui s'appelle Owen. Et en fait au début j'étais là. Ah ok c'est un prénom. Ok d'accord. Et enfin en fait il y a des choses comme ça où c'était des pronoms pour nous qui étaient utilisés en prénom. J'étais un peu perdue. Et du coup, voilà, enfin, c'est une lecture qui est assez étrange, assez bizarre. Je sais pas si j'ai tout compris, personnellement. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Mais c'est vrai que c'était vraiment bizarre et... Alors, il y a des choses que j'ai compris, mais en fait, il y a des fois, je lisais un chapitre et en fait, je me rendais compte que je me souvenais plus du tout du truc, enfin de ce qui s'était passé, parce que j'avais l'impression que c'était des histoires, mais en même temps, ça avait rien en lien, même si on avait des personnages qui se retrouvaient. Je sais pas, c'était un peu bizarre, voilà. Puis je pensais par rapport aux parents de, comment elle s'appelle, de Ivray, que c'était certains personnages, mais en fait après, on apprend que non, que c'en est d'autres. Du coup, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les histoires qui étaient dedans se sont mélangées. Je sais pas, je crois que je suis passée à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. J'ai lu deux mangas. Alors, j'ai continué donc Spike's Family de Tatsuya Endo. Et il y a des petits changements de meubles apparemment au-dessus. Je suis pas à jour parce que ça fait pas très longtemps en fait que j'ai continué la saga, donc voilà, j'achète les tomes par-ci par-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va suivre un agent secret qui va devoir s'infiltrer en créant une petite famille parfaite pour inscrire son enfant dans une école d'un dictateur. Voilà, je pense que je dis très mal le résumé, mais voilà, en gros c'est un truc d'espion et il y a beaucoup d'humour. J'ai lu également, donc, attendez, parce que en fait là, il y a le titre, mais, enfin, il se voit pas. Donc c'est DD Demons, DDD Destruction de Inyo Asano. Et en fait, c'est que en ayant fini le premier tome qu'en fait je me suis rendu compte que c'était le même auteur illustrateur que ah, je suis allée regarder le nom, c'est Bonne Nuit Poun Poun. Alors j'ai pas encore commencé Bonne Nuit Poun Poun, mais j'ai les deux premiers tomes qui m'attendent dans ma palle, donc c'est bien parce que je n'y suis allée sans aucune voilà, sans aucune appréhension, sans aucune attente. Donc ici on va suivre en fait deux amis. L'apparition soudaine dans le ciel de Tokyo d'un vaisseau extraterrestre semblait marquer la fin du monde. Pourtant 3 années se sont écoulées sans réelle invasion. Sous l'énorme masse métallique, symbole de désespoir, l'histoire d'une amitié entre deux lycéennes, Kadode et Oran, continue de s'écrire. Je sais plus où il était dit qu'il y aurait un changement tout à coup. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait un changement. Et en fait, c'est qu'à la fin du premier tome, donc faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait beaucoup de changements. Le tome 1, c'est surtout introductif pour comprendre en fait ce qui est arrivé voilà, durant les 3 années. Aussi apprendre à connaître nos deux personnages principaux. Sachant que oui, il commence à avoir aussi... Enfin, en fait, voilà, il y a un vaisseau spatial
c'est ça. Mais en fait, tout le temps, il y a des nouveautés, ils savent pas trop ce qui se passe. J'ai bien aimé parce que, en fait, au niveau des... vous voyez, c'est... En fait, je l'ai mis à l'envers. Ah non, je l'ai pas mis à l'envers. C'est hyper détaillé pour tout ce qui est bâtiment. Mais par exemple, si on regarde les personnages en eux-mêmes, ils sont assez simples. Si, ok, je vais mettre. Voilà, ils sont assez simples. Je vais vous montrer l'autre personnage. Est-ce que... Voilà, en fait. Là, il y a les deux personnages. Je trouve que leur dessin est hyper simple comparé à tous les petits détails des décors qui les entourent. Du coup, ça fait un espèce de contraste parce que en même temps, c'est très simple leurs traits et en même temps très enfantin. Et à côté de ça, en fait, on a un peu cette différence avec tout ce qui entoure. C'est hyper minutieux, où il y a beaucoup de détails et où ça a l'air du coup très sombre. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. En tout cas, j'ai bien aimé ce premier tome et du coup, peut-être que ça me donne envie d'aller chercher Bonne Nuit Poun Poun, même si je sais qu'apparemment c'est très destructeur, donc je repousse en même temps que j'ai envie, donc on verra bien. Après l'autre roman, j'ai lu donc, le tome 4 de Le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Donc c'est le tome 4 que j'ai lu très rapidement. En fait, je me fais une relecture un peu chaque année d'un tome de l'épouvanteur parce que je les ai lus il y a 12 ans, un truc comme ça. Donc ça remonte. En même temps, je me souviens plus trop, mais j'ai envie de les relire parce que j'avais pas tout lu en fait, parce qu'ils étaient au CDI de mon collège quand j'étais plus jeune. Et j'ai jamais pu finir l'histoire, aller jusqu'à la fin, donc du coup en fait je reprends petit à petit les tomes et je continue. Et en vrai ce tome-là, je me rends compte que j'avais certains souvenirs, que oui j'avais lu ça. J'avais pas trop de souvenirs en fait réels de ce qui se passait dans ce tome-ci. À part oui, après avoir lu, je me disais ah oui, je me souvenais peut-être de ça. Mais réellement, je me souvenais plus trop, donc c'est sympa de les relire avant de lire en fait la suite des tomes. Sachant que je ne sais plus trop où je m'en étais arrêtée, donc voilà. Mais en tout cas, c'est une lecture très sympa et je regrette pas du tout de les relire. Surtout que c'est très rapide à lire, donc allez-y. Je vais vous parler de ma lecture en cours qui est Généalogie du mal de Jung Yoo-jung. Ça fait très longtemps que je l'avais dans ma palle, mais bon, là il était peut-être temps de le lire, tout simplement. Donc je vais vous lire le résumé. Donc Yoo-jin, 26 ans, se réveille un matin dans l'odeur du sang. Jusqu'à ce jour, c'est un fils modèle qui se plie à toutes les règles d'une mère abusive et angoissée, une mère qui gît en ce moment même au pied de l'escalier, la gorge atrocement ouverte d'une oreille à l'autre. Que s'est-il passé la nuit dernière? Seuls des lambeaux d'étranges images émergent de la conscience de Yoo-jin. Le cri angoissé de sa mère. Mais appelait-elle à l'aide ou implorait-elle? Pour trouver la clé qui déverrouille sa mémoire, il va devoir remonter 16 ans plus tôt lorsque tout s'est joué. Retrouver la scène initiale, impensable, insupportable. 16 années de secret, de silence, d'une vie contrôlée dans ses moindres détails jusqu'à ce que tout bascule. Et quand on a franchi la frontière interdite, il n'existe pas de retour possible. Pour le moment, c'est une bonne lecture. Je suis à un peu plus de 100 pages. En fait, il y a 4 parties et là j'en suis à la deuxième. Donc on est vraiment dans la tête de Yoo-jin qui va du coup se réveille parce qu'il y a le téléphone qui sonne et il sait pas pourquoi et il va découvrir sa mère dans l'escalier, mais en fait il ne se rappelle de rien. Du coup c'est un gros problème, il se dit qu'il a tué, voilà, et en fait petit à petit il va se rendre compte que c'est lui. Mais en fait il va se demander pourquoi et vraiment il a des trous de mémoire et donc c'est vraiment une introspection sur qu'est-ce qui s'est passé pour que tout simplement il fasse ça. Et en même temps, on retourne dans le passé avec des flashbacks de son enfance, adolescence, voilà. Sachant que l'introduction, c'est lui quand il était tout petit, et c'est durant sa communion. Voilà, il se passe un truc bizarre. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu plus, parce que là, il essaye un peu de faire comme il peut. Sachant que il y a un personnage qui s'appelle Ejin, je crois, si je me souviens bien. Au début, je ne savais pas trop qui c'était, à quoi on pouvait le relier, voilà, son rôle. Et en fait, petit à petit, on comprend avec les scènes du passé qu'il est réellement pour Yoo-jin et sa mère. C'est très intéressant comme lecture, et du coup, je vous en parlerai quand j'aurai fini ou un petit peu plus tard.
C'est fini pour tout ce qui est livre. Et sinon, je suis allée 2 fois au cinéma, donc je suis allée voir Beetlejuice. Alors, en fait, j'ai déjà vu le 1, mais je me suis rendu compte que je me souvenais absolument plus du tout de ce qui s'y passait. Parce qu'en fait, donc en fait, il y a les personnages du 1, mais je les ai même pas reconnus, je me souvenais même plus d'eux, bah, sauf Beetlejuice forcément. Mais vraiment, je n'avais aucun souvenir, c'était incroyable. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Après, j'ai trouvé que durant au moins la moitié du film, on sait pas trop où on se dirige, on sait pas trop quelle va être, enfin, quelle est l'histoire prédominante. Il y a Monica Bellucci qui est formidable. Son rôle, je pense qu'il aurait pu être tellement plus développé, à moins qu'il y ait un 3, qui sait. Puisque, enfin après c'est un peu difficile vu comment termine Beetlejuice, mais pourquoi pas. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu... à la fin c'était un peu rapide, mais au niveau par contre de tout ce qui est visuel, c'était incroyable. On retournait vraiment dans les années 90. Au niveau visuel, comment ça a été filmé, puis même tout ce qui était pâte à modeler, enfin pour ceux qui ont vu, ils voient tout à fait de quoi je parle, mais vraiment c'était vraiment un retour en arrière et c'était vraiment génial. Voilà. C'était un bon moment à passer. Et ensuite du coup hier, mardi, je suis allée voir Blink Twice de Zoé Kravitz. Alors je suis allée le voir parce que en ce moment il y a un peu une affaire qui éclate avec les stars, donc du coup j'ai voulu aller le voir parce qu'il y a des similitudes quand même. Et vraiment c'était un bon film, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon temps même si l'histoire est horrible, hein, on passe quand même on passe quand même un bon temps, mais par rapport à la fin il y a eu des critiques que comment c'est possible qu'elle fasse ça, machin, c'est pas logique et tout. Alors, on est peut-être dans la fiction, mais en fait, je pense que Zoé Kravitz a appris énormément sur la réalité. Dans la réalité, ça serait passé comme ça. Tout simplement parce que, en fait, j'ai pas envie de spoiler. Dans la réalité, elle aurait pas eu d'autre choix parce que il y aurait jamais eu de conséquences, réellement. Donc, pour moi en tout cas, ça a été le meilleur choix au niveau de la fin. C'est vrai que ça aurait été cool qu'il y ait justice, mais en fait dans la vie c'est pas toujours le cas, donc personnellement je comprends tout à fait. Après c'est vrai qu'il y a quand même des zones d'ombre, mais globalement moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les couleurs parce que c'était quand même assez vif au niveau des couleurs. C'était complètement différent de Beetlejuice, hein, ça n'a rien à voir. Et en même temps, on voit depuis le début qu'il y a un souci, enfin genre... au début j'étais là, non n'y va pas Et en fait dès le début on sent qu'il y a une atmosphère un peu pesante, on sait pas d'où ça vient, mais je trouve que Zoe Kravitz a réussi à le faire ressentir. Du coup, voilà, moi en tout cas j'ai bien aimé ce film. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, parce que en vrai il y avait quand même pas mal de monde dans la salle de ciné. En tout cas je pense vous laisser pour le moment sur ce vlog vidéo. Je pense que ça va durer déjà pas mal de temps, faut que je le monte. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de montage. Et voilà, du coup je vais vous laisser maintenant. Et je vous reprendrai du coup peut-être demain ou plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures et que j'aurai d'autres choses à vous montrer. Voilà, bye!